Je lui ai dit dans le message, je crois que j'ai un faible pour toi. Oui, elle a rigolé. Moi, à un moment, j'ai vraiment une perte de libido. Après mon deuxième accouchement, c'était vraiment chaud. On va faire un truc à 18h. À 18h02, elle me met dans la pression. Non, mais fais-le là. Pourquoi tu mets à plus tard? Mais il n'est que 18h02. Oui, fais-le. On est plus apte à échanger en journée au téléphone que le soir qu'on est entre nous deux. Elle est mère au foyer quand on se met ensemble. Ça ne m'a pas dérangé parce que j'ai assumé en fait. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Je vais tout gérer. Mais la charge mentale derrière, non mais c'est énorme. Moi, selon mes critères, je peux me marier samedi, je divorce le lundi. Si mon critère le plus important a été bafoué, par exemple. Dire ses intentions dès le début. Parce que ça ne sert à rien de faire semblant et puis arriver dans le mariage, chacun se découvre et puis vous faites du mal à vous. Bienvenue sur The Realness Podcast, votre safe space pour les trentenaires et plus, où on discute des sujets qui nous intéressent et dont les autres ne veulent peut-être pas parler. C'est la première fois que je reçois un duo et j'en suis honorée parce que la dynamique est toute autre et on verra bien ce que ça va donner. Bienvenue au couple Dawa. Dawa. Oui. Parce que les gens ont tendance à dire Dawa. C'est le Dawa. Dawa. N-D-A-W-A. Ok. Oui. Alors, est-ce que vous présentez chacun à son tour? C'est quoi la dynamique? Honneur aux dames. Ok. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Laetitia Ndawa. J'ai 37 ans cette année. Maman de 2 enfants, 2 garçons. Et mariée depuis bientôt 4 ans. 4 ans, oui. En 2021, le 31 juillet. Ah, j'ai retenu la date. Ah ben, dis donc. Ok, ça commence bien, hein? Oui. Monsieur? Et moi, c'est Cédric Dawa. J'ai 42 ans. Oui, et je suis... On note quand même que tu regardes madame en... Oui, je sais. On connaît les tips là. Ok. On connaît. Donc, j'ai 42 ans et je suis cadre dans une entreprise industrielle. Est-ce que vous avez remarqué quand même que chacun s'est présenté sous un prisme différent? Toi, tu as utilisé ton statut de maman, de femme. Il a parlé de sa profession. Pourquoi? En fait, c'est cette façon un peu d'éphaser le couple. Parce qu'on a tendance à dire que le couple, c'est uni. Mais depuis qu'on se connaît, on a ce truc-là de ne pas vraiment... C'est vrai que des fois, on doit le faire. Mais c'est une habitude chez nous, en fait. Ok. Oui. Vous êtes chacun une personne à part entière. Oui. Ok. Oui. Ça remonte à il y a combien de temps votre histoire? On s'est rappelé tout à l'heure, ça faisait 12 ans qu'on se connaît. D'accord. Oui. Je pense que nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux, on a déjà lu cette histoire. Oui. On sait que Cédric est rentré dans tes DM sur Facebook. Oui, je tombe sur une de ses photos sur Facebook. Je ne la connaissais pas. Et j'ai fait des recherches. C'était une suggestion d'amis? Non, c'était sa photo est apparue dans un groupe sur Facebook qui parlait de challenge des Camerounais en Allemagne. Ok. Il y avait un festival qui est organisé chaque année en Allemagne. Oui, moi, je viens de rentrer au Cameroun en 2010. Donc, je connaissais ce challenge-là. Donc, je me baladais sur les photos et j'ai vu sa photo. Coup de foot. Direct. Ok. Et du coup, j'ai commencé à chercher à savoir qui c'est. Je ne la connaissais pas. Et comme je savais que j'avais des potes en Allemagne qui participaient au challenge, donc j'ai commencé à remonter. Gars, tu connais tel, jusqu'à ce que on me donne son Facebook. Dès que tu as son Facebook, qu'est-ce que tu fais? Je vais la saluer. La saluer? Oui. Et elle m'appelle tonton.
Ah, ça? Oui, elle m'a fait tonton. Mm-hmm. J'ai dit, c'est pas grave. Tu acceptes le tonton là. Hein? Tu acceptes le tonton là. J'acceptais d'abord, mais elle ne savait pas ce qui devait se passer. Moi, je savais déjà, en fait. Ok. Oui. Donc, tu avais une idée bien précise. Mhm. Mais quand tu la salues, tu lui dis quoi? Coucou, comme les gars font sur Facebook là. En fait, le truc, c'est que SNK. quand je la rencontre, en fait, quand je prends son Facebook, Mhm. je lui envoie une demande d'amitié. On n'échange pas directement. Ok. Elle aussi, elle accepte ma demande. Et comme à l'époque, je faisais des posts Assez comique. assez comiques, Facebook. très drôles sur Facebook. Et elle, ça la faisait rire tout le temps. Ok. Elle likait, et je l'ai surnommée ma likeuse préférée. Oh là là. Bon, elle passait son temps à liker, à aimer. Et je ne sais même plus après combien de temps, je lui ai fait un message privé. Mhm. Elle a répondu. Ok. Mhm. Donc, on part de là. Oui. Pendant combien de temps donc tu nourris, tu entretiens la relation? C'est même pas encore une relation amoureuse, on est d'accord. Tu échanges avec elle sur Facebook pendant combien de temps avant que toi tu ne réalises que en fait il est en train de te faire la cour? 9 mois. Pratiquement, oui. Oui, 9 mois. Pendant 9 mois, qu'est-ce que tu lui dis? On se raconte nos journées. Nos journées. Ok. Et On tout. se salue le matin. Il me raconte sa journée, je raconte la mienne. On se dit bonne nuit. Mhm. Juste ça. Par écrit à l'époque. Oui. Il n'y avait pas encore les Il n'y avait pas appels. WhatsApp. Mhm. Je crois qu'il y avait Skype. Il y avait Skype. Mhm. Mais bon, on Oui. s'appelait pas encore. On ne s'appelait pas encore. C'était vraiment un échange très simple. Ok. Oui. Et c'est vrai que la période là aussi, j'étais dans une relation difficile qui était en train de se terminer. Mhm. Et elle me servait un peu de punching ball, quoi. J'allais tout déverser là-bas. Et à chaque fois que je voulais réagir, je peux dire négativement, Mhm. c'est elle qui me disait que non, tu n'as pas besoin de faire ça. Mhm. Non, ne fais pas ça. Pense que tu as une sœur, pense à ça, c'est une autre femme et tout. Bon, je dis, ok, ça. Je vais pas rien faire. Donc, c'est cette période-là où aussi on échangeait par rapport à ma relation difficile. Mhm. Et le jour où j'ai mis un thème à la relation, c'est pas comme si elle se positionnait. Ok. Non. Elle-même, ça l'avait surprise. Mhm. Elle était même dépassée, si je peux dire ça. Et on est resté, on a continué à parler de tout et de rien. Mhm. Et c'est moi, après, je me suis dit, tiens, mais Laetitia, pourquoi est-ce que je ne ferais pas d'elle ma partenaire? Mhm. Je sais pas, elle rentrait du travail un soir. Et je lui ai fait un message. On a même encore la capture de ce message-là. Je lui ai dit dans le message, je crois que j'ai un faible pour toi. Mhm. Oui, elle a rigolé. Pourquoi tu rigoles? Elle s'y attendait pas. Je m'y attendais pas. À l'époque, est-ce que toi aussi tu étais en couple? Non. Elle avait des dragueurs. Moi, j'avais des dragues, mais je Elle était pas en couple. Rien de sérieux. Non, rien. Il est au courant des dragueurs. Si. Oui, je te comprends. Ok. Est-ce qu'elle aussi, elle venait te partager ses histoires avec ses dragueurs? Une fois, j'étais dans un rencard et puis je suis rentrée vraiment. tôt. Je me demande ce qui s'est passé. C'était pas trop intéressant. Ok. Donc, tu lui dis, j'ai un faible pour toi. Ok. Elle rigole. Mhm. Qu'est-ce qu'elle me dit encore de si drôle? Je me souviens plus vraiment. Elle a dit un truc et je lui ai dit cash, je ne mange pas de ce pain. Ok. Voilà. Ah ouais, je disais que voilà, tu es un vendeur de rêves, Voilà. un truc comme ça. Oui, elle m'a dit je suis un vendeur de rêves. Ok. Oui, je lui ai répondu cash que je ne mange pas de ce pain-là. Mhm. Comme quoi, tu es sérieux, toi. Oui. D'accord. Mhm. Et par la suite, comment tu fais pour la rassurer de ton sérieux? Déjà, je parle d'elle à ma grande sœur. Parce que nous sommes un couple. Mhm. Et c'est ma meilleure amie. Mhm. Après elle, il y a ma grande sœur, qui est ma meilleure amie. Ensuite, il y a mon petit frère, qui est mon meilleur ami. Mhm. Donc, c'est ça mon cercle. Donc, je parle d'elle à ma grande sœur, Mhm. je parle d'elle à mon petit frère. Pour la mettre en confiance, en fait. En lui disant Mais que- ça, tu lui dis que tu vas parler d'elle
Non. Mais je parle d'abord de ma grande sœur. Je pense que c'est ma grande sœur qui entre en contact avec elle et elle sent que il y a déjà un positionnement qui se fait. Ok. Il y a déjà une première brique qui est posée pour pouvoir la rassurer et construire quelque chose. Ok. À quel moment, toi, tu réalises que, voilà, ça, c'est quelqu'un avec qui je veux vraiment être, avec qui, éventuellement, quelqu'un dont je peux faire mon partenaire? Alors, ça s'est fait après sa rupture, en fait, parce qu'on continuait toujours à se parler. Et après, tu te rends compte que c'est quelqu'un avec qui tu as déjà un certain vécu, parce que on a notre routine, tous les matins on se parle, on se raconte nos journées, le soir. Et ça s'est fait tellement naturellement que lorsque il a commencé à engager des choses, moi j'ai juste coopéré en fait. J'ai pas vraiment eu à réfléchir, à me dire est-ce que, bon, j'avais fait ma petite liste de critères et quand j'ai comparé avec comment lui il était, je me suis rendu compte que c'est lui. Fast forward. Le mariage arrive à quel moment? Plus tard. Bien plus tard. Bien plus tard. Parce que je suis en Allemagne. Lui, il est au Cameroun. Moi, je vis au Cameroun. Et... Ah oui. La petite histoire. Donc, quand on engage la relation, et les moments, on décide de quitter du stade de l'amitié au stade de partenaire. Tu sautes une étape. Vous êtes quitté du stade de tonton, nièce. Oui, on m'appelait tonton dans le cadre de l'amitié. Voilà, donc on a décidé de quitter d'amis à partenaire. Donc, je lui ai dit donc que j'ai envie de la voir. Oui, ça faisait déjà 9 mois qu'on échangeait. Je lui ai dit qu'il faut qu'on se voit. Elle m'a dit ça, je pense, en rigolant même, que tu me payes le billet d'avion, je viens te voir. Period. Mais moi, j'ai dit d'accord. À l'époque, là, je faisais une petite cotisation avec mes collègues de bureau. Et c'est la période où moi, je bouffais la tontine. Et j'ai bouffé une tontine d'à peu près 1 million de francs. Je lui ai demandé le prix du billet d'avion. Quand on a regardé, c'était dans les 800 000 francs. Je lui ai envoyé les 800 000 francs. C'est pas que j'ai acheté le billet. Prenez-en de la graine, messieurs. Oui, c'est pas que j'ai acheté le billet, mais je lui ai envoyé les 800 000 francs par Western Union. Qu'elle achète son billet. Et j'ai acheté le billet. On s'était jamais vu. Ok. C'est là que elle prend le billet, je prends mon congé annuel. C'était la période de décembre, je pense bien. Non, c'était mars. C'était mars? Mars 2014. Ah oui, c'est vrai, c'était mars. Décembre, c'est les années d'après. Oui, c'était mars 2014. Donc, je prends mon congé annuel et elle vient au Cameroun, fait 1 mois. Oui. Elle est de Yaoundé. Mes parents sont à Yaoundé. Moi, je suis à Douala. Donc, j'atterris à Yaoundé. Voilà. Et je mets pas de pied à Douala. Elle peut venir à Douala. Donc, c'est lui qui vient à Yaoundé. Tout son séjour n'a pas mis les pieds à Douala parce que son père, à son âme à l'époque, a été catégorique. Oui. Déjà, quand toi tu venais au Cameroun, tu as dit à tes parents pourquoi tu venais? Oui. J'ai dû le faire. J'ai dit à mon père que j'avais quelqu'un à lui présenter. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis arrivée, je pense qu'il était déjà à Yaoundé. Tu étais déjà à Yaoundé? Oui, je suis déjà à Yaoundé. Je suis arrivé la veille. On s'est vu. Je restais à l'hôtel. Oui, je restais pas chez on a vu que... Girafe Hôtel. Non, Dak Hotel. Dak Hotel, c'est vers Madagascar. Parce que dans ma tête, c'est Girafe. J'ai cru lire une histoire où vous parliez de... Parce que quand je faisais les recherches, justement... Non, c'était Dak Hotel. Oui, et après, ça c'est vrai qu'on est parti à Tungu Hotel aussi. Oui, bref, elle arrive, elle reste à Yaoundé tout son séjour. Moi, je suis à Douala, je monte, je fais les allers-retours. Et je tenais absolument à ce qu'elle rencontre mes parents. D'un côté, j'ai mon feu beau-père qui ne veut pas qu'elle descende à Douala, qui ne veut même pas que je reste chez lui à plus de 18 heures. Donc, passer la journée ensemble.
18h, je rentrais à l'hôtel dormir, quoi. Oui. C'est juste qu'on s'est arrangé une fois pour créer une petite sortie avec son grand frère. Oui. C'est la seule fois d'ailleurs on a passé la nuit dehors ensemble. Donc, je suis rentré sur Douala, je suis allé discuter avec mes parents. Moi, j'étais en boule, en fait. Ok. Je comprenais pas pourquoi son père... En fait, pas que je ne comprenais pas, je comprenais, mais je n'acceptais pas. Oui. Étant donné nos tribus, nous sommes de l'Ouest, il y a des principes qu'il faut pas déborder. Et mes parents ont dit, oui, mais c'est normal. J'ai regardé mes parents comme ça. Finalement, tout le monde est contre toi. On dit, non, c'est comme ça. On ne peut pas aller voir cette fille chez ses parents tant qu'une introduction n'a pas été faite. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Montons quand même à Yaoundé. Ils sont arrivés à Yaoundé, mes parents. Ils l'ont vu sur la terrasse de l'hôtel, sans rencontrer ses parents, elle. Oui. Ils l'ont vu sur la terrasse de l'hôtel. On a discuté pendant presque 2-3 heures de temps. Et après, ils sont rentrés. C'est vrai que j'avais atteint un palier de mes objectifs. Oui. Bon, c'est comme ça que, après le séjour, elle rentre en Allemagne. Votre routine continue. Oui. Ok. Mais on s'est promis de se voir au moins une fois par an. Parce que les relations à distance, ce n'est pas facile. Pas du tout, j'imagine. On a vécu la relation pendant pratiquement 5 ans. 7 ans. 5 ans. 5 ans, oui. 5 ans où toi, chaque année, tu venais au Cameroun. Lui, il est venu une seule fois. Oui, en fait, dès qu'elle rentre en mars de la même année 2014, elle me dit, bon, je suis venu te voir. Il faut aussi venir me voir. Donc, c'est comme ça que je vais la voir en Allemagne également. La même année. Oui, décembre de la même année. Ok. Je vais la voir en Allemagne. Donc, on passe un mois tranquille. Loin des parents. Oui, on n'a pas de contraintes de décider, des parents et tout. Mais j'avais toujours ma mère au-dessus de mon épaule qui me donnait des conseils. Écoute, tu sais que c'est la fille de quelqu'un. Il faut lui dire. J'ai compris. On n'a rien fait qui puisse mettre peut-être les parents en rogne contre nous. C'est vrai qu'on avait cette envie de faire un enfant. On a attendu. Oui. Assez rapidement. Oui. Okay. Mais moi, je voulais pas. Elle voulait pas. Faire tout ça avec la distance. Voilà. Donc, elle a réussi à me convaincre d'attendre. Et j'ai attendu. Donc, c'est comme ça que pendant 5 ans, je faisais des allées au Cameroun. Jusqu'à ce que je décide de rentrer. En 2019, elle rentre définitivement au Cameroun. Vous n'êtes pas encore marié? Non. Ben, on a quand même fait le Toki. Oui, en 2016. Bon, quand elle devait revenir la 3e fois, je ne voulais plus vivre la même situation. C'est-à-dire la frustration de la première fois de mon beau-père et tout. Donc, j'ai vu ma belle-mère. Bon, moi, j'appelle ma mère. Belle-mère et tout, j'aime pas trop ça. J'ai vu ma deuxième maman, je lui ai dit que qu'est-ce que je peux faire? On s'est assis, elle m'a dit, faisons comme ça. Ok. Je suis rentré sur Douala, j'ai pris ma mère, mon père, le chef de famille du côté de ma mère, qui est mon parrain, qui est mon tuteur et tout. Il m'accompagne depuis que j'ai 13 ans, en fait. Et il y avait encore qui d'autre? C'est tout, il y avait mon grand frère. Je dis de mon côté, il y avait juste mon père, ma mère et mon oncle. On allait sur Yaoundé et il y avait sa mère, son feu père, son grand frère et un oncle. Et son épouse. Lui aussi, il est décédé, donc père son âme. C'est comme ça que le toqué s'est fait. Ok. Oui. Donc on arrive à faire le toqué. Je ne sais pas si c'est notre histoire était déjà écrite, mais par le grand des hasards, nos parents se connaissent. Mais non, ta mère a travaillé dans la même société que mon père. Voilà. Oui. Et mon père a travaillé dans la société où un de mes oncles est originaire. Donc, il se connaissait par personne interposée, mais son feu père connaissait bien mon père et ma mère.
Donc, pendant toute la cérémonie du toqué, c'était plus des commentaires. Ah, tu te rappelles, non, on était là seulement comme ça, on les écoutait parler d'eux, en fait, de leurs anciens, du temps ancien qu'ils ont passé ensemble et tout. C'est après le moment où ma mère, ma deuxième maman me dit, elle bouscule son mari que, écoute, ils sont venus pour autre chose, oui. C'est là qu'il dit, ah, ok. Ça s'est fait en quoi? 10-15 minutes. Et après, c'est reparti de plus belle. On n'a même pas vu l'heure passer. C'est jamais minuit. On va rentrer. Donc c'est pour ça que les autres années où elle est revenue, il y avait plus ce souci. Elle venait même à Douala. C'est ce que j'allais demander. Voilà. Elle atterrissait désormais à Douala. Non, j'atterrissais à Yaoundé toujours. Elle atterrissait toujours à Yaoundé. Dans la semaine, je partais à Douala. Dans la semaine, elle venait sur Douala. Ok. Oui. On repartait à Yaoundé. On revenait sur Douala. Ensuite, on est reparti une dernière fois parce qu'elle devait rentrer. Oui, je suis allé l'accompagner. Après, je suis rentré sur Douala. Ok. Je m'enregistre toujours à prendre mon congé annuel. À la période où elle devait venir au Cameroun. Oui, exactement. Ok. Donc, en 2019, c'est ça? Tu décides de rentrer au Cameroun. Oui. Ok. Mais vous envisagez de vivre ensemble, de vous marier, vu que justement, il y a des... Oui, on avait déjà prévu tout ça. On avait déjà prévu tout ça. Maintenant, les aléas, on ne les contrôle pas. Donc, quand un aléa se présentait, on devait s'adapter et faire avec. C'est vrai que dès qu'elle rentre en 2019, on a déjà fait le Tokipod, elle tombe enceinte. Donc, la dot est repoussée. La dot est repoussée. On attend que le bébé vienne au monde. Vous vivez déjà ensemble ou bien? Je fais des allers-retours. On ne peut pas dire qu'on vit ensemble. Oui, je vais encore chez mes parents. Elle aussi chez ses parents à Yaoundé. Donc, quand elle venait durant la grossesse, elle restait à la maison familiale. Moi, j'étais là, j'allais au boulot. Elle est restée à la maison. Donc, c'est comme ça que ça se faisait, des allers-retours. Et elle a accouché à Yaoundé. Oui. Parce que comme je n'avais pas encore doté, oui, elle ne pouvait pas accoucher à Yaoundé. Elle devait accoucher dans la maison de ses parents. Donc, elle a accouché à Yaoundé. Je fais encore tout le monde pour la naissance. Oui. Et c'est 6 mois après la naissance? Non, 4 mois. 4 mois après la naissance, c'est en décembre? Janvier, c'est en janvier que ta grand-mère monte. Oui, c'est vrai que dans la foulée, je perds. Non, décembre, on a fait la dot. Oui, on a fait la dot. On a fait la dot en décembre 2020. 2020. Donc, après, oui, quand le Covid commençait à il est premier cas, il est pratiquement. Il est né en septembre. En décembre, on a fait la dot. Et en janvier, sa grand-mère est morte. On a fait le deuil. On allait déménager même. On allait même déménager, en fait, quand je rentrais en décembre, là, mais bon, comme sa grand-mère. Ma grand-mère. C'est encore freiné. Voilà, on a pratiquement perdu 1 mois de loyer. Pourtant, tout était. C'est elle qui m'a dit non. On reste d'abord. On reste d'abord faire le deuil, on va aller emménager. Après, on a encore resté pratiquement 1 mois. Chez mes parents. Déménagé. Le temps que le deuil passe, le levain passe, on a emménagé. Et dès qu'on aménage, c'est combien? 1 mois après? Non. Même pas 1 mois. 1 semaine après. Parce que quand on termine la neuvaine de ma grand-mère, le dimanche, le lundi, son papa décède. Son papa décède. Donc. Oui. C'est encore dans un autre deuil. Comme je dis, les aléas. À peine vous commencez votre vie à deux. 1 semaine après, il y a le décès de ton papa. Oui. En sachant que vous sortez du décès de sa grand-mère. Ok, d'accord. Donc vous n'avez pas vraiment le temps de se poser, d'établir une dynamique de couple, de foyer. On dit que dynamique de couple, de foyer, ça, on l'avait déjà. Mais on voulait pratiquer ça. Parce que on échange beaucoup. On se parle beaucoup. On écrit même ce qu'on veut faire. On se dit ça. Maintenant, comme je dis, les aléas peuvent arriver. Il faut faire avec. Donc, son papa décède. C'est encore un chamboulement. Il faut se réadapter à la salle. L'enfant vient de naître. J'ai dû, moi qui n'aime pas faire voyager les enfants, notre premier garçon a dû le faire voyager pour l'os à 6 mois. Pour moi, c'est un risque que j'ai pris. Parce que c'est quelque chose que je n'aime pas.
Moi, un enfant doit avoir un certain âge pour pouvoir voyager. Mhm. C'est un peu ça. Donc, quand vous revenez de l'Ouest, alors, après j'imagine tous les cérémonies concernant ton papa et tout, tu vis le deuil. Ouais. Mais on vit le deuil, mais d'une autre manière, apparemment. Tu prends aussi possession de tes lieux parce que c'est ta maison. Oui. Exactement. Mais entre-temps, je découvre que je suis enceinte. Du deuxième. Oui. On va dire qu'on s'est consolé de notre Je n'arrive même pas à faire semblant. Oui. Ah oui. Ok. Tout le monde était like, à quel moment? Et nous, moment? on ne sait même pas à quel moment ça s'est passé. Ok. Mais bon, Donc, vous arrivez chez vous. on arrive chez nous, Mhm. on a un enfant en main, un autre en route. Mhm. Voilà. Vous êtes mariés. On est juste dotés. Mhm. On est dotés. Juste. Mhm. Oui. Donc. Donc, juste la dot. Ok. Et là, on découvre qu'elle est enceinte du deuxième. Mhm. Et c'est même ma mère qui a attiré mon attention. Parce qu'une fois, ma mère, elle vient nous rendre visite. Mhm. Elle me dit, où est Laetitia? Je dis, donc, quand Laetitia sort de la chambre, je sais pas comment les mamans font ça. Expérience. Regardez la démarche, regardez. Quand on est parti, quand ils sont rentrés, elle m'écrit plus tard sur WhatsApp que allait faire un test de grossesse. Ok. Toi, tu n'en étais pas encore consciente. J'avais même pas en fait remarqué ça. C'est après quand je regarde mon calendrier, je me dis mais mes règles sont venues, mais après c'est parti. Là, je l'ai appelé, regarde. J'ai même pas besoin de faire le test, c'est ça en fait. Et je lui ai dit qu'en fait ma mère avait vu ça. Mhm. Donc c'est comme ça que la deuxième gestation se fait sans problème, je peux dire ça. Il n'y a pas eu de problème, juste la fatigue. Gérer un bébé et un autre dans le Et on avait prévu se marier en début d'année 2022. 2022. 2022. Mhm. Après l'accouchement. Oui, après l'accouchement, on a pu se marier. Par contre, on se marie le 31 juillet 2021. Mhm. Pour quelle raison? Ma mère, toujours dans ses visites qu'elle nous rendait, elle me dit, vous comptez vous marier quand? Non, c'était prévu. Je lui donne la date. Elle me dit, ok. Le premier enfant, elle a accouché par césarienne. Comme on n'était pas mariés, mon assurance n'a pas pris ça en compte. Donc, j'ai payé cash quoi. Donc, le deuxième enfant, ma mère me dit, tu vas encore payer cash. Et surtout que, comme le deuxième accouchement était prévu à Douala, c'était un peu plus cher. Oui. J'ai dit à ma mère que j'ai pas le choix. Je vais payer cash. Elle me dit, non, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est quoi ton budget pour le mariage? Je lui donne le budget. Elle me dit que, on était assis sur la table le soir là. Je l'ai m'appelé, viens t'asseoir, et tu es fatigué et tout. Elle dit, c'est quoi le budget de ton mariage? Je lui donne. Elle me dit que l'accouchement va te coûter tant. Ton assurance se prend en charge à combien de pourcents? Je lui dis 80%. Elle me dit, si on prend les 80%, si elle me sort des calculs, tu vois pas que l'argent là peut servir? Je dis, mais c'est vrai, on était le 28 juin. Elle me dit, ok, demain tu vas leur faire déposer les papiers pour la publication des bancs. Oui, c'est comme ça que je vais le 29 faire les documents. Et le document de la publication des bancs sort le 30 juin. On affiche, on se marie un mois après. Ah bon? Quand on dit ça aux gens, ils se disent que non, c'est impossible en fait. Quand on devait se marier depuis, on n'a juste pas prévenu alors que c'est fait en un mois. C'est juste que dans la foulée, on a prévenu les personnes que on va se marier. Et dans notre famille, on est, comment dire, que ce soit de son côté, dans sa famille ou la mienne, nous sommes très simplistes et minimalistes. Oui. Si un événement arrive, les personnes disponibles à cet instant-là, on fait avec. On n'attend pas que l'autre vienne de. Pour preuve, sa grande sœur n'est pas venue. Ma grande sœur n'était pas là au mariage. Qui d'autre encore? On a des oncles, des tantes à qui on a annoncé, qui nous ont demandé de décaler. On a dit qu'on ne peut pas. Donc, on a fait avec. Notre mariage, il y avait moins de 150 personnes. Ok. Moins de 150 personnes.
Donc c'est comme ça que on se marie le 31 juillet. Et le deuxième bébé Le arrive deuxième bébé arrive en octobre. Donc, votre deuxième fils, il est né en octobre. Le 5. Ok. Vous vous retrouvez mariés avec 2 enfants en bas âge. Two under two, comme on dit en anglais. Dans votre foyer. Qu'est-ce qui change dans votre relation? Alors, ce qui change, c'est qu'on est beaucoup fatigué. Vraiment fatigué au point où vraiment avoir du temps à deux, ce n'est pas du tout évident. Parce que voilà, c'est vrai que moi je suis restée à la maison, je ne peux rien faire avec 2 enfants. Donc lui, il va au travail et il rentre. Il prend le relais avec les enfants pendant que je souffle un peu. Mais quand on veut se poser à 2, bah, on est fatigué. On dort, en fait. Et tu sais déjà que dans les nuits, ils vont se réveiller. Donc, la première année, c'était pas vraiment évident. Mais bon, on a ma maman qui vient de temps en temps nous donner un coup de main. Il y a sa cousine qui est venue vivre à la maison pour pouvoir aider un peu. Donc, ça commence à aller quand les enfants dépassent le cap de 1 an. Ça commence à aller un peu, on commence un peu à ressortir, à avoir un peu vie à 2 si on veut. Donc, c'était pas vraiment évident au début, mais on a trouvé notre rythme avec les enfants. Est-ce que ça a eu une incidence sur votre intimité? Oui. La fatigue. Moi, à un moment, j'ai vraiment une perte de libido. Après mon deuxième accouchement, c'était vraiment chaud. Mais après quelques temps, on a discuté, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire. Et après, c'est reparti. Mais cette période-là, c'est vraiment, vraiment difficile. Ok. Du coup, après, tu as parlé du fait que vous aviez quelqu'un qui est venu vous aider à la maison. Ma cousine, elle a vécu avec nous pendant 3 ans. 2-3 ans. Ok. Oui. Ce qui vous a permis de recommencer à avoir des moments de qualité, rien que vous deux. Vous retrouvez en tant que couple, pas seulement en tant que parents. Exact. Mais, j'ai envie de dire, quand on suit votre cheminement, c'est aussi quelque part les premières fois que vous vivez en tant que marié et femme en réalité. Oui, comme je l'ai dit, ça s'est enchaîné. On a vécu, je peux même te dire que jusqu'à présent, on a quand même quelques séquelles de la relation à distance. Comme quoi? Oui. On est plus apte à échanger en journée au téléphone que le soir qu'on est entre nous deux. Ok. Oui. Le soir qu'on est entre nous deux, on parle d'autres choses qui nous concernent, mais la gestion quotidienne de la vie des enfants, on le fait par téléphone pratiquement. Pourtant, on peut se poser le soir ou quand je rentre, on parle de ça, mais non, on va parler d'autres choses, mais on échange beaucoup plus. Moi, j'ai un truc, par exemple, quand je suis un peu fâché contre elle, je préfère lui écrire que de parler. Parce que moi, j'ai ce truc-là que j'aime quand les mots restent. Ok. Oui. Je vais laisser passer la nuit ou bien le soir là, mais quand je suis posé au bureau, quand j'ai une petite heure de pause là, je m'assois, je lui tape un bon message. Voilà ce qui s'est passé. Ok. En fait, moi, je considère ça un peu comme une séquelle de la relation à distance. Mais ça n'empêche pas qu'on communique. Oui, non, on communique beaucoup. Donc, ces séquelles-là peuvent ressurgir de temps en temps. Oui, l'avantage avec nous, comme j'ai dit, on communique beaucoup. On peut pas, même quand on est fâché, on va se dire bonjour, le bisou, le tout. Mais quand j'entends des couples disent qu'ils restent une semaine à la maison, je ne parle pas. C'est incroyable. Même quand on était à distance et quand on était fâché, on se disait bonjour le soir. Le matin. Le matin, on se disait bonne nuit le soir. Même quand on était fâché. Un jour n'est pas passé sans qu'on se dise bonjour. Quand je lui dis, même pas un jour. Parce que c'était l'une des bases de notre relation. Même pas que c'est la communication. On ne doit pas la couper. Et elle doit être saine, en fait. Toujours maintenir une relation saine. Depuis qu'on est ensemble, on s'est pris la tête 2 fois.
Et même, c'était juste 2 fois. Et même pour des broutilles. Des unités, si je peux dire ça comme ça. Oui. Encore 12 ans de relation. En 12 ans. En 12 ans de relation, oui. On s'est piloté 2 fois. Qu'est-ce qui a changé avec le statut marital? Une fois que vous vous êtes mariés, qu'est-ce qui a changé véritablement dans votre relation? Rien. Rien du tout. C'était juste une continuité. C'est comme si le mariage est juste venu se joindre à nous. Ok. Et on a continué. Tout simplement. Ok, parce que vous avez quand même impliqué vos familles assez rapidement, assez tôt dans la famille, dans la relation, parce que la plupart des personnes mariées, enfin, avec qui je parle souvent, on te dit, ok, c'est une fois qu'on a signé, tu réalises que c'est pas une seule personne que tu épouses, mais c'est toutes les personnes qui viennent derrière aussi que tu épouses et qui rentrent dans l'équation. Mais nous, on a impliqué les parents très tôt, très rapidement. Et je vais revenir sur un point en disant que nous avons des familles vraiment minimalistes et qui ne sont pas intrusives. Oui. Que ce soit ma mère ou sa maman, elles nous donnent pratiquement les mêmes conseils. Elles n'entrent pas dans nos vies. Même nos tantes et nos oncles n'entrent pas dans nos vies. En fait, c'est une, si je peux dire, une culture chez nous de laisser les gens vivre leur vie. Nous ne sommes pas ce genre de famille à être intrusifs dans les couples des gens. Non. C'est si on constate que ça va loin, que là, on va dire que, bon, c'est le moment d'agir. Mais on ne sait pas, dans nos familles, c'est comme ça, quoi. On laisse les gens vivre. J'ai envie de vous poser la même question, mais que chacun me donne son point de vue. Pour toi, Laetitia, quelle est la chose la plus difficile à vivre dans le cadre du mariage? La chose la plus difficile. Que j'ai vécu, ou bien que tu vis continuellement, ou bien que tu aies déjà eu à vivre? Je ne pense pas avoir quelque chose de difficile. Je dirais que s'il ne faisait pas sa part dans notre mariage, là, ça devait être difficile. Mais il y a aussi ce truc-là, ça reste un homme. Même si tu lui dis ce qu'il y a à faire, il le fera toujours à sa manière. Donc, c'est ce truc-là avec lequel j'ai dealé, en fait. Parce que moi, j'ai une manière de faire. J'ai quand même vécu 10 ans seule. Donc, je me dis, je sais, mais je veux dire, moi, je suis du genre, quand je dois faire un truc, je dois le faire là. Je veux pas que ça prenne le temps. On va faire un truc à 18h. À 18h02, elle me met dans la pression. Non, mais fais-le là. Pourquoi tu mets à plus tard? Mais il n'est que 18h02. Oui, fais-le là, et puis tu passes à autre chose. C'est simple, en fait. Une fois, je lui ai dit que, parce qu'on sait qu'on lave les enfants à 18h. Il était 18h05. Elle me mettait une pression. Je dis que tu sais qu'ils vont pas mourir. Lave-les, mais tu ne fais rien. Mais ils vont pas mourir si je me lave à 19h. Non. Moi, en fait, c'est ce truc-là. C'est que j'ai un temps pour faire ce que j'ai à faire. Et quand maintenant, c'est à lui de faire et qu'il ne le fait pas, parfois je prends... Ça te frustre. Moi, ça me frustre. Mais j'ai appris, surtout avec les enfants, à laisser couler. Parce que ça me mettait aussi trop de charge mentale, trop de pression. Enfin, après, je me suis dit, mais c'est pas grave. Nous sommes des cas de 1 heure, 2 heures. Ça va, c'est rien. Tant que c'est fait. Tant que c'est fait. Voilà. Et tant que c'est bien fait. Voilà. Ça va. Donc, j'ai envie de dire, 4 ans, ça va. Je sais pas ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, mais pour le moment, ça va. Il y a pas de problème. Il y a vraiment pas de problème. Et toi, Cédric? Si je te réponds la même chose, tu vas En fait, c'est pareil. Chacun joue son rôle. Oui, chacun joue son rôle. Chacun fait sa part. Si elle n'est pas là, si elle ne fait pas sa part, c'est clair que je peux le faire. Mais ça va me demander plus de temps, plus d'attention. Et ça sera difficile. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la même chose. Et comme il expliquait, on est tellement synchro que on n'a même besoin de se parler pour faire certaines choses. Dès que l'heure sonne, c'est comme si c'est 2 robots.
C'est un peu ça. Donc, j'ai pas des situations difficiles, comme tu dis. Non. Et je suis un homme qui a été, je peux dire, éduqué comme une femme. Ok. Oui. Ma mère, chez mes parents, il n'y avait pas de distinction que ça c'est le travail des hommes, ça c'est le travail des femmes. Non. Si les garçons doivent préparer aujourd'hui, c'est vous qui les préparez. Si c'est les femmes, comme ça. Donc, et je me suis retrouvé en train de faire même des travaux des filles. Pourtant, il y avait des filles dans la maison. Mais parce que non, ma mère voulait que on ait cette éducation. Donc, du coup, même quand nos garçons sont arrivés, c'était pas un problème. Je savais le faire. Changer les couches, faire un biberon, faire ceci. Je savais le faire. Oui. Donc, ça n'a pas été compliqué. Donc, du coup, comme elle expliquait, quand je rentre du travail à 17h30, elle souffle un peu. On lave les enfants ensemble. Ensuite, elle fait autre chose. Moi, je les nourris. Après, je change les couches, je fais ça. Et on va les mettre bien ensemble. Donc, chacun fait sa part pour que la charge mentale, parce que nous-mêmes, les hommes, on a une charge mentale. Bien sûr. Ce que beaucoup, excuse-moi, de femmes pensent que on n'a pas. On est toujours en train de regarder plus le côté charge mentale de la femme. Mais l'homme a une charge mentale. Certes qu'on ne peut pas comparer à celle de la femme, mais notre charge mentale à nous aussi est énorme. Ça se présente pas dans les mêmes caractéristiques que celle de la femme. C'est totalement différent. Mais chez nous, c'est énorme. Je prends un exemple simple. Elle est mère au foyer. J'y étais. Non, j'allais venir. Elle est mère au foyer quand on se met ensemble. Ça ne m'a pas dérangé parce que j'ai assumé en fait. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Je vais tout gérer. Mais la charge mentale derrière, non mais c'est énorme. Quand tu es le seul à ramener l'argent à la maison, c'est énorme. Parce que tu dois t'assurer que rien ne manque. On a 2 garçons. Ça va quel rythme les garçons? Ça mange. Il y a ses besoins à elle. Il y a mes besoins. Comme je dis, Dieu merci, dans nos familles respectives, on n'a pas ce genre de parents qui vont venir tout le temps nous demander l'argent. Ils ne nous demandent presque même jamais de l'argent. Pourtant, c'est ma mère, quand elle sait qu'elle a fait des repas, elle en donne même encore, elle envoie chez nous. Donc, il y avait cette charge-là de nourrir 4 personnes avec un seul salaire. Ça a été une période très dure, mais je ne me plaignais pas. Je ne faisais pas tout un commentaire, faire des statuts, bavarder partout. Non, j'encaissais, je faisais. On est tellement organisé que on a une sacoche là. Je lui disais toujours que voilà l'argent là-bas. Si tu ne vois pas l'argent là-bas, c'est que je n'ai pas d'argent. C'est que l'argent est fini. Mais je me rassurais qu'il y avait toujours quelque chose là-bas. C'est une grosse charge mentale. Je ne sais pas si tu dois programmer de faire un podcast dessus. La charge mentale des hommes. Vraiment. Tu diras à tes compères de venir parler. Avec les hommes, c'est qu'il faut qu'ils acceptent de se dévoiler. Les hommes refusent de se dévoiler. Oui. Merci. Les hommes refusent. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, comme on dit toujours chez nous, on a cette culture en Afrique, l'homme ne pleure pas. On accepte et tout. Donc, pour revenir au sujet, on fait tout pour que aucun de nous ne ressente vraiment que ce soit difficile ou pour l'un ou pour l'autre. Mais Laetitia, toi, par exemple, à la période où justement tu te retrouves mère au foyer, en sachant que tu venais d'une vie où tu as souvent été autonome, indépendante et tout, ça n'a pas dû être facile. Du tout. C'était vraiment pas facile de ne rien faire. Et d'attendre, bien sûr, que... Mais je n'ai pas senti ça, je me suis pas sentie rabaissée. Parce que j'ai même pas eu vraiment besoin de demander quelque chose. Comme il dit, l'argent était là.
Donc, s'il fallait faire quelque chose, j'avais pas besoin de dire, ah non, mais est-ce que tu peux me donner? Non. Donc, ça fait que j'ai passé ces moments-là un peu tranquille. Mais tu as toujours des souvenirs qui te disent, bah, il y a un an, je travaillais, j'avais mon argent, je fais ce que je voulais avec. Mais là, maintenant, déjà, tu dois faire attention parce que c'est maintenant une famille qu'il faut gérer et aussi te gérer, mais plus comme avant. Tu n'as plus à faire des extras, à faire du shopping comme tu veux, aller où tu veux. Donc, c'était pas vraiment évident, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé jusqu'à ce que je trouve un travail, et puis voilà. Maintenant, tu te sens mieux? Oui. C'est toujours Tu la sens mieux? Maintenant qu'elle a un emploi? Oui, ça va. C'est vrai que je ressens une baisse de charge financière. Ok. Oui, j'ai ressenti ça. Qui est non négligeable. Il y a des choses pour lesquelles elle ne m'appelle plus, en fait. Oui. Elle fait. Je découvre simplement. Oui. Pourtant, avant, c'était tout. Je dis bien tout. Parce que je sais qu'elle n'avait pas de revenus. Oui. Donc, c'est un peu ça. Maintenant qu'elle a trouvé un travail, on a dû se réadapter par rapport à la gestion des enfants. Oui, le matin. Parce qu'elle doit sortir plus tôt. Donc, du coup, quand elle se lève, elle apprête les tenues des enfants, elle apprête leur beauté et dépose. Donc, c'est moi, je lave les enfants, je les habille, je donne à manger, je les habille pour l'école, je vais les déposer, avant de venir m'habiller et d'aller au travail. Oui. Bon, j'ai tout ça fait le matin quand elles sont tranquilles. Elles sont tranquilles. Tu sors. Et puis quand tu rentres du boulot? Moi, je rentre à manger des heures assez flexibles. Il y a des jours, je rentre à 12h30, d'autres jours, je rentre à 16h. C'est moi qui les récupère. Je m'occupe de. Ok. Donc, vous complétez vraiment là-dessus. Oui. Si, c'est parce qu'on s'organise, en fait. Comme je le répète tout le temps. C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Ok. Et de communication. Parce qu'en dehors d'être organisé, il faut communiquer. Parce que si vous ne communiquez pas, l'organisation sera un peu, je pense, dangerante. Quelles sont les perspectives dans votre couple, dans votre mariage? Comment est-ce que vous voyez l'avenir aujourd'hui? Alors, moi, je commence à me dire, est-ce que je vais pas rentrer en Allemagne, en fait? Ok. Avec les enfants et lui, s'il veut. En fait, quand je regarde un peu, c'est plus pour eux, en fait. Je me dis, pourquoi pas retourner là-bas et voir comment ça va se passer. J'y réfléchis. Oui, réfléchir. J'essaye de le convaincre. Oh. J'essaye vraiment. Elle essaye beaucoup. Mais je sais que si ces garçons ne sont pas là, il va nous suivre. Ça, c'est clair. Elle me dit souvent, un jour, tu vas te réveiller que je suis partie avec les garçons. Je suis partie. Tu vas te rentrer, on a coupé le courant et moi, je suis partie. J'ai laissé un mot là pour dire que je suis partie. Mais bon, c'est une idée. Elle est dans la, comment on dit ça, dans la ligne de me convaincre. Ouais, j'écoute encore de ce côté. Ok. On attend que ça traverse de l'autre On verra côté. bien si ça va traverser ou pas. Mais bon, c'est un peu ça les prochains projets, en fait. Là, aujourd'hui, j'imagine que vous vous voyez plus en train de vivre une relation à distance comme avant. Non, vraiment. Je ne conseille ça à personne. Déjà marié avec les enfants, ça doit être pire. C'est pire. Les relations à distance, c'est vrai que ça marche. Mais vraiment, il faut être discipliné. C'est difficile. 5 ans, c'était beaucoup. Oui, c'est difficile. Je dis toujours, le premier conseil dans une relation à distance, vous allez rigoler, mais il faut avoir l'argent. D'abord, beaucoup. Il faut avoir Parce que tu as pris 800 000, tu as envoyé une inconnue comme ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est vrai que si j'avais mangé ton argent. J'avais mangé, j'allais faire comment? Dis que j'étais fait. C'est ça, le premier conseil dans une relation à distance, il faut avoir l'argent. Parce que sans l'argent, il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire. Et c'est comme ça que vous allez vous aimer d'un amour fou. Sans se voir. Sans se voir, ça marche pas. Mais bon, comme elle a dit, revivre une relation à distance, non, moi je peux pas. Moi non plus. C'est que je suis déjà trempé dans la vie de couple, de mariage. Vivre encore loin de mon épouse et de mes enfants. Je suis très attaché à mes garçons. Trop même.
Même comme on est assis là, je suis ma tête. Il a envie de rentrer. Oui. Bientôt. T'inquiète. Donc c'est un peu ça. Mhm. Mais bon, on verra bien ce que l'avenir nous dira. Comme je dis, on vit, les aléas arrivent, on s'adapte. Ok. On avance quoi. Si éventuellement vous finissez par aller en Allemagne, est-ce que quelque part tu n'as pas peur du changement d'environnement, la dynamique, le fait que tu ne puisses plus avoir d'aide, par exemple, vous ne puissiez plus avoir d'aide notamment aussi facilement qu'ici? On s'adapte. Oui, on va s'adapter en fait. C'est pour ça que je parle toujours des aléas et on s'adapte. Il faut toujours avoir ce côté optimiste et positif et adaptation. Si tu n'as pas ces 3 points-là, ça c'est mon avis, les choses vont te surprendre dans la vie. Oui. Ne te dis, c'est clair que ça sera difficile, mais dès que tu vas avec un esprit d'optimisme et tu es une personne positive et tu n'as pas peur de t'adapter, il n'y a pas de souci. Moi, de mon enfance, j'ai vécu dans des zones difficiles. À chaque fois, mes parents étaient sûrs que je n'allais pas en revenir, mais je leur dis toujours que je suis un caméléon. Dès que j'arrive quelque part, j'essaie de maîtriser mon environnement. Je me fonds et je m'adapte. J'ai quitté le Cameroun, j'avais 20 ans. J'ai commencé par la Tunisie. Je connaissais personne en Tunisie. Je suis allé étudier. Je n'avais pas un cousin ou un frère ou bien qui que ce soit. Mais au bout d'1 an, je maîtrisais même la zone mieux que ceux qui étaient là depuis des 4 ou 5 ans avant moi. Ils me disent, mais Cédric, comment tu connais ça? Ils disent, mais sortez, marchez. Vous savez, à un moment, je parle pas avec ceux-là, ils sont comme ça, mais tu n'as pas le choix. Je me suis rendu compte qu'au bout de 4 ans, j'avais un vocabulaire léger en arabe. Parce qu'au moment où tu n'as pas le choix, tu dois apprendre, comprendre ton environnement, ce qu'ils disent. Donc même si on rentre en Allemagne, c'est clair qu'il y aura une période difficile. Mais du moment où tu acceptes de t'adapter, parce que c'est ça en fait, il faut accepter de t'adapter. Tu acceptes de t'adapter, tu restes positif, et ça va. Et surtout que là-bas, il y a ces 2 grands frères qui sont là. Ils ont des enfants. Je suppose qu'on aura un accompagnement. Moi, j'ai pas peur. S'il fallait même que j'aille recommencer pour que ma famille soit à l'aise, moi, j'ai pas peur de ça. C'est ça, les déjà que professionnellement, ici au Cameroun, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire. C'est quand ça? Peut-être c'est même pas ça. On est quand le 16 mars. On est le 16 mars. Le 11 mars, ça fait 14 ans que je travaille dans la même entreprise. Oui. Ok, d'accord. Ça fait 14 ans que je travaille dans la même entreprise, 14 ans. Ok. Donc, je me dis que je n'ai plus rien à prouver professionnellement. Si c'est que je dois recommencer pour le bien-être de ta famille. De ma famille. Pareil pour toi, Laetitia? Oui, pareil. Elle va rentrer dans son village. Je suis rentrée. J'ai vécu au Cameroun, mais après, je me dis pourquoi pas repartir et voir ce que ça me propose d'autre. Oui, surtout avec les enfants. Beaucoup nous ont dit, pourquoi vous partez pour aussi au Canada? Je dis, moi au Canada. Non, merci. Non, merci. Déjà, c'est loin. C'est loin. Il fait froid. Donc, il fait pas froid tous les jours non plus. C'est pas grave, c'est loin. C'est bon. Mais c'est loin, oui, je vous le conseille. C'est loin, c'est d'abord ça. Tu peux pas te lever un matin comme ça, contrairement à ceux qui sont en Europe centrale, dis que tu vas au Cameroun. Il faut après des années, des mois. Il faut te préparer. Le Canada est loin. Ok. S'il fallait que vous disiez un dernier mot de fin pour les personnes qui envisagent de se marier, c'est quoi la formule à votre avis pour faire tenir son mariage? Est-ce qu'il y a une formule Peut-être. Il y a des principes standards que quand vous liez à la mairie, quand vous mariez, l'époux, les chefs de famille, oui, il y a ces principes standards qu'on vous donne. Mais maintenant, ça...
Moi, je dis juste qu'il faut être vrai, en fait. Oui. Il faut vraiment dire ses intentions dès le début. Parce que ça sert à rien de faire semblant et puis arriver dans le mariage, chacun se découvre et puis vous faites du mal à vous. Donc, c'est mieux d'être vrai dès le départ. De se montrer tel qu'on est. Être vrai. Et être accessible au compromis. De compromis. Dans la mesure de l'acceptable. Parce qu'on va pas accepter un compromis. Parce que non. C'est dans la mesure de l'acceptable. Mais il faut vraiment être ouvert au compromis. Par exemple, je sais, et c'est un jeu en fait, le compromis. Hein. C'est un jeu. Il faut observer ton partenaire. Il faut savoir comment placer les pions. Plutôt. Il y a certains hommes, par exemple, comme on le dit toujours, il faut que je demande la permission à ma femme. Moi, je lui demande pas ça comme ça, mais je sais ce que je dois faire pour qu'elle accepte la permission pour sortir. Non. En fait, c'est ça. Il faut savoir placer les pions. Quand je sais, par exemple, que j'ai mon équipe qui va jouer au foot, toute la journée là, je rentre avec une glace. J'ai les enfants, même seul, sans qu'elle ne participe. Parce que après, je dis, je sors voir le match. Hein. Elle va toujours parler, mais j'ai déjà eu ma permission. En fait, le mariage, c'est pas une compétition de qui va gagner. C'est pas une bagarre, comme on dit souvent, je vais me marier contre qui. Non, moi déjà, je n'aime pas les mots négatifs. Le mariage, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Quand tu as le bon partenaire, oui. Effectivement, quand tu as trouvé le bon partenaire. Quand tu as le bon partenaire, c'est une très bonne chose. Vraiment. Et c'est comme ça, ça devient même un jeu. Non, pas un jeu dans le sens, mais je vais dire, c'est comme une petite cour de récréation. Oui. Parce qu'on a le bon partenaire. Parce qu'on a le bon partenaire. Il faut vraiment prier que Dieu vous donne le bon partenaire. C'est ça en fait. Peut-être nos auditeurs et les personnes qui nous regardent nous diront ce que elles estiment comme étant le ou la bonne partenaire. Oui, c'est ça. Parce que comme elle a dit au début, elle avait écrit ce qu'elle attendait dans... Voilà. Moi, je l'avais fait. Il faut que cette personne complète au moins à 80% de vos principes. En tout cas, ma liste est prête. Oui, ces critères-là, 80%. 50%, c'est pas bon. Et les critères sont classifiés par ordre d'importance. Du plus important au moins important. Donc, il faut que la personne complète les 80% en partant du critère le plus important. J'ai mes défauts. Elle a ses défauts. Mais c'est supportable. Oui, moi, je connais ses défauts, mais c'est supportable. Ça ne me dérange pas. Franchement, je me suis dit que non, c'est un défaut, je fais avec. C'est supportable. Donc, c'est ça. Il faut compléter jusqu'à 80% en commençant par les critères les plus importants. Et on ne se marie pas pour souffrir. On ne se marie pas pour souffrir. Je rentre dans ton église, rien que ça. Si, avec vos principes et vos critères, si vous sentez que ça ne marche plus, arrêtez. Sinon, vous êtes en train de mourir, en fait. Oui. Moi, selon mes critères, je peux me marier samedi, je divorce le lundi. Si mon critère le plus important a été bafoué, par exemple. Oui. Pourquoi rester? Donc, c'est ça, en fait. Je peux dire les clés d'un mariage heureux. Pour nous. Voilà, c'est bien de ça parle en termes de nous. Oui, pour nous. C'est ça, en fait. Pour d'autres couples, ça sera autre chose, forcément. Mais pour nous, c'est ça. Je pense que c'était la meilleure façon de terminer notre conversation. Qu'est-ce qu'on va encore dire après ça? Votre avis? Je sais pas. Comment est-ce que les gens peuvent vous rejoindre sur les réseaux sociaux? Alors, on est sur... En fait, je suis sur Facebook, sur Instagram, Twitter. Moi également. Laetitia Ndawa. Moi, c'est Céline Ndawa. C'est pareil. Bientôt, on aura le couple Ndawa sur les coups.
Bref. Ok. Merci encore de nous avoir rejoints dans le canapé de The Realness Podcast. C'est un plaisir. Merci beaucoup. De partager cette expérience. Je suis vraiment ravie de vous avoir eu, enfin. Ah oui. C'était pas facile. On attend vos réactions dans les commentaires. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réalités du mariage en utilisant le hashtag The Realness Podcast sur tous les réseaux sociaux. Partagez l'épisode autour de vous, parlez-en et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.